Bonjour Papa Lunsar, Bonjour, bonjour. merci de nous avoir accueillis chez vous. Un plaisir. Nous voulions savoir c'est qui Papa Lunsar, derrière le micro et les médias. Question très, très piégeuse, quoi. On dit toujours c'est très facile de poser des questions que d'apporter des réponses. Ouais, Donc bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Papa Lunsar, je suis journaliste, fondateur de Bell Podcast. Parler de moi ce sera difficile, mais je vais faire de telle sorte qu'elle ne ressemble pas à ma taille, quoi, pas longue, je serai très court. Donc moi je suis de Louga, je suis né à Louga, j'ai eu mon baccalauréat au lycée Malick Sall de Louga. Ensuite, après mon bac en L', je suis orienté à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar en 2010-2011, je pense, et à la faculté des lettres et sciences humaines. J'ai fait là-bas 5 ans, j'ai eu un master en lettres modernes, en traduction en français. J'ai fait le concours la même année. Et d'ailleurs, ce qui est hilarant, j'ai fait les deux concours, concours de FASTEF et concours de SESTI. J'ai réussi les deux, mais je me suis concentré sur le SESTI. J'ai été diplômé en 2015-2018, oui, option radio au SESTI. Et là, je suis entré à E-Media. J'ai fait là-bas à E-Media 8 ans. J'ai été stagiaire, prestataire, contractuel pour finir rédacteur en chef. Et j'ai quitté E-Media l'année dernière pour fonder Bell Podcast, oui. On voudrait savoir aussi quel moment, quelle rencontre vous a donné envie de devenir journaliste. C'est le fruit d'un hasard. Je n'ai jamais pensé être journaliste de ma vie. Et à chaque fois, quand les gens disent que c'était ma passion, je vous le dis, c'est le basketball. Ça n'a jamais été le journalisme. Et comme on dit, le hasard n'existe pas. Après avoir fait des études en lettres, il n'y avait pas beaucoup d'options, soit enseigner ou entrer dans le champ de la communication. J'ai fait le concours du SESTI sans pourtant le préparer par hasard. Et par hasard, je suis entré au SESTI, mais comme on dit, l'appétit vient en mangeant. J'ai commencé à découvrir. Mais j'aimais lire les articles écrits par des journalistes, Mamles Camara, que j'aimais bien, Yorodia, que j'aimais bien, des plumes comme ça, que j'aimais bien, Bouffal, le ton de la raillerie. Mais je ne pensais pas être journaliste. J'aimais également des écrivains qui étaient des journalistes comme Balzac, etc. Et quand je suis entré à l'intérieur du SESTI, c'est l'amour qui vient après. Et comme on dit, on attrape le train, on entre à l'intérieur, on y prend l'aise et on commence un peu à vivre un peu de ce métier. Mais je le dis, ça n'a jamais été une passion antérieure pour être franc. Ça n'a jamais été une obsession. Je suis entré par hasard et j'y suis par hasard. Par hasard. D'accord. Nous voudrions aussi savoir comment votre passage à ITV a-t-il façonné votre carrière. Ça a été une belle expérience à E-Media parce que c'est pas évident de sortir de l'école et d'être pris par un organe de presse, d'autant plus que nous sommes dans un secteur en crise. Là-bas, j'ai eu à apprendre, beaucoup à apprendre de mes collègues, mais également des gens expérimentés qui étaient là-bas, en l'occurrence ce qu'on appelait le top management, qui étaient des gens expérimentés qui avaient quitté TFM pour venir à E-Media, donc il y avait de l'expérience. Il y a également la jeunesse. Et c'était une belle expérience parce que nous formions ce qu'on appelait la team Ajax, c'est-à-dire que nous étions une génération très redoutable. Et cette génération-là s'est éparpillée dans les autres rédactions. Je veux nommer Miguel Maram Ndiaye, Adama Nouchkaba, Ousmane Gueye, Pape Ibrahim Ndiaye, Cheikh Diop, Sekou Seydi. Et moi-même, peut-être j'en oublie. Et c'était une génération qui est venue avec une nouvelle rédaction et qui a appris de cette nouvelle rédaction et qui a essayé un peu à faire changer des choses. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en tant que stagiaire, j'ai fini en tant que rédacteur en chef, donc c'est une vie. Donc immédiat, cette expérience-là m'a beaucoup apporté dans le champ de l'expérience, dans le champ surtout de ce que je voulais faire, autrement dit, faire vivre la lecture et les livres et surtout l'art du débat à l'écran. D'accord. Pourquoi vous avez choisi, du moins, de faire des podcasts en parallèle de la télévision? Oui, c'était un mal nécessaire. Le podcast, je suis Qui est très entré... suivi d'ailleurs. Heureusement. Mais merci beaucoup si vous le dites. Le podcast, c'est un mal nécessaire parce que vous savez tout ce qui s'est passé à E-Media avec la crise des arriérés de salaire. Moi, j'étais rédacteur en chef, ce qui ne m'empêchait pas d'être syndicaliste parce que c'est moi qui portais la communication
qui la porte toujours, cette communication au sein du syndicat immédiat. D'ailleurs, je remercie tous les syndicalistes et tous les grévistes et du courage et beaucoup de solidarité à mes confrères et consoeurs. Donc, il y a eu des arriérés de salaire. Je ne vais pas répéter l'histoire. 6-7 mois de salaire, c'était intenable. On a décidé de déclencher une grève qui s'est élargie. On est resté chez nous, malheureusement. Pas que nous le voudrions, mais c'était une nécessité au fait, parce que imaginez dans une capitale extrêmement chère comme Dakar, rester des mois sans salaire pour un journaliste, non seulement tu es exposé professionnellement, mais socialement. Donc après, comme la crise s'enlisait, il n'y avait pas d'issue, moi je me suis dit, il ne faut pas rester là, face à ce désastre-là, il faut se réinventer, quoi. C'est quelqu'un qui meurt et qui essaie un peu de renaître de ses cendres. Et je me suis dit, mais écoute, comme je vois que les podcasts sont en vogue, sont maintenant très prisés dans le monde, pourquoi pas ne pas essayer? D'accord. Première équation, quel moyen? J'en avais pas. Deuxième équation, où? Je ne savais pas. Mais avant d'entrer dans le milieu du podcast, je voudrais savoir comment est-ce que vous avez vécu ces arriérés de salaire, économiquement, mais aussi moralement. Ben, c'est une page très sombre, ce sont des jours extrêmement sombres. Je ne parle pas pour moi-même, je parle au nom d'un groupe. Et ce groupe-là est composé de jeunes pères de famille, de jeunes mères de famille qui avaient leur salaire. Vous savez que le salaire, ce n'est pas quelque chose que l'on négocie ou qu'on minimise. Le salaire, c'est une dignité. Un salaire fait vivre de nombreuses familles au Sénégal. Nous sommes dans une société communautaire. Imaginez des responsables de famille, des gens très passionnés par le métier de journaliste et qui restent des mois sans salaire, ça c'est catastrophique. Je ne parlais pas du désastre social que cette crise-là a mené, a causé au sein des confrères. Je parle même de l'éclatement d'un projet, mais d'un projet qui était un peu chanté par tout le monde. Le projet immédiat, c'est un projet chanté par tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, les journalistes que je viens de citer tout à l'heure, ils sont dans des médias reconnus, les Migui, les Anouchka, les Ousmane Gueye, les Cheikh Diop, les Pape Ibrahima Ndiaye, que ce soit également nos jeunes sœurs qui étaient là-bas, qui travaillaient. Et tout cela, c'est écrasé comme un château de cartes. Ça, c'est triste. Non seulement c'est triste socialement parce que c'est un désastre social, mais professionnellement, c'est un projet qui s'est effondré comme un château de cartes, le projet immédiat. C'est ça le mal. Tôt ou tard, nous qui étions à la saillie de la pyramide, tôt ou tard, nous allions partir. Mais ce qui est important, ce n'est pas les hommes ou les femmes. Ce qui est important, c'est le projet. Des jeunes devraient bénéficier ce que nous avions bénéficié. C'est-à-dire un canal et un encadrement. Malheureusement, la crise dure et perdure et jusqu'à maintenant, on n'est pas encore payé. Revenons au podcast. Vous pouvez continuer ce que vous disiez tout à l'heure parce que c'est très intéressant. Oui, par rapport au podcast, j'ai dit que je vais me lancer. Bon, je suis resté, j'ai annoncé ma démission sur les réseaux sociaux qui a fait du bruit. Il y a eu des appels des médias pour que je vienne là-bas pour travailler, mais je viens d'une mauvaise expérience, je ne veux pas entrer encore pour vivre le même traumatisme. Je me suis dit, ben écoute, je vois que le podcast est en vogue, quoi. Mais il faut se lancer. Et j'avais deux interrogations. Comment et où? Comment, c'est-à-dire les moyens, parce qu'il te faut des cadres, etc., les moyens de la production. Et où? En local, etc. Donc j'ai appelé l'Institut français pour faire le premier numéro de Bell Podcast. L'Institut français, j'avais l'habitude de travailler avec eux, sorte de partenariat. J'ai enregistré le premier numéro avec Diary Sow, j'ai enregistré le premier numéro, j'ai fait les images, j'ai posté les images, ça a eu du bruit. J'ai créé la page YouTube, bon, il y a eu de l'attente. Et je me suis dit, donc il y avait des gens qui attendaient un peu que je redresse un peu de mes cendres. Et là, par hasard, je rencontre une personne, et c'est le moment de la remercier, cette personne-là. Je la rencontre d'une manière très hasardeuse. Le hasard me suit toujours sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il n'aime pas que l'on nomme son nom, mais c'est important, il s'appelle Amzo. Quand je dis Amzo, tout le monde saura Diallo, qui m'a contacté pour me dire, venez à Dakar Podcast,
venez tourner vos émissions. Et on ne s'est jamais connu. Jamais connu. Wow. Jamais. Il me connaissait parce qu'il suivait mes émissions. Il est un passionné des lettres, un amoureux du débat. Et c'est là que je me suis dit que, comme on dit, il y a le doute de pourquoi. C'est Des une personnes fenêtre. généreuses. Exactement. On Et cette existe fenêtre-là, il toujours, faut hein. la saisir. Et depuis lors, je travaille avec Dakar Podcast. D'accord. Et je travaille avec une équipe très responsable qui me fait une très bonne production. Et tout cela est né d'une rencontre hasardeuse. Et je continue de ces rencontres hasardeuses. Pourquoi il aime les mots, moi aussi? Parce que il y avait dans ce pays-là qui est bizarre, notre Sénégal, il y avait un tir groupé contre le professeur Souleymane Bachir Diagne, le grand philosophe, à qui on interdisait de faire des plateaux. Okay? Il ne fallait pas faire des plateaux parce que le professeur Souleymane Bachir Diagne, quand il y avait la crise, il n'a rien dit, etc. Des bêtises, que des bêtises. Il y avait un tir groupé contre lui, un grand philosophe, l'un des meilleurs penseurs du monde, mon maître. Et sur les réseaux sociaux, moi, je réagis. Je tire encore sur ces gens-là qui voudraient interdire à un grand penseur d'être à la RTS. Je dis que ça, c'est le summum de l'ignorance, au fait. Et quand il a lu le commentaire, on s'est retrouvés, nous nous sommes retrouvés. Et ce qui m'a permis aujourd'hui de faire ces petites émissions qui font peu de bruit. Machallah. On voit que vous êtes passionné de littérature. D'où vous vient cette passion? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette passion pour la littérature? Mon père est instituteur, donc il faut apprendre ou mourir. Ça s'explique. Ça s'explique. Ouais, et ce qui nous a beaucoup même aidé à lire, c'est que chez nous, il y avait une sorte d'encyclopédie. Ce n'était pas encore un carta, mais c'est une encyclopédie. L'encyclopédie, c'est un manuel qui englobe en son sein tous les domaines de connaissances. Et quand tu as une encyclopédie dans le salon, c'est pourquoi j'aime répéter toujours, et surtout à ces parents-là qui ont des enfants, j'aime leur dire qu'un enfant ne fait pas ce qu'on lui dit, il fait ce qu'il voit. S'il voit qu'il y a des livres au sein de son entourage, forcément il va lire. Et l'exemple que je lui ai donné, qui a parlé de livres, il y a un livre autobiographique de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Les mots. Jean-Paul Sartre montre comment il a été un passionné des mots parce que quand il est né, il a grandi avec son grand-père et son grand-père, son lieu de jeu favori, son jardin, c'était la bibliothèque. Jean-Paul Sartre ouvrait les livres sans pourtant connaître une seule signification d'aucune lettre. C'est pourquoi il est l'un des penseurs les plus géniaux du XXe siècle. Pour dire que moi aussi, je suis né dans un environnement de savoir, dans une famille où tout le monde allait à l'école. On n'avait pas le droit à l'erreur. J'ai fait bac L, donc forcément il faut lire. J'étais allergique aux chiffres, aux mathématiques, donc il n'y avait pas d'autre choix. Pareillement. Et c'est ce que j'ai suivi à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. J'ai suivi des études de lettres. Donc, quand je suis dans une rédaction, il faut faire ce que l'on peut faire. On ne fait pas seulement ce que l'on veut faire, on fait ce que l'on peut faire. Et quand on m'a demandé, Dorine, que je salue, qu'est-ce que tu veux faire, Papa Lunsal, je lui ai répondu, je veux faire des émissions sur des livres. Aussi simple que ça. Intéressant. On voudrait aussi savoir si dans votre parcours, il y a eu des échecs ou des choses que vous regrettez, que vous voudrez partager. Oui, ce que je regrette le plus, et je le dis avec un cœur brisé, pour reprendre un peu le titre de la série, c'est le projet immédiat. Ça, je le regrette. Okay. Ça, je n'arriverai jamais à l'oublier parce que je lui ai donné mon corps, mon âme, mon temps et toute mon énergie. Et c'est un jeu qui s'éclate. C'est une génération qui a donné corps et âme et vie à ce projet. Malheureusement, les auteurs de ce projet ont été ingrats à notre endroit. Très ingrats. Très ingrats, c'est ce que je regrette. Mais concernant mes bêtises, je ne regrette rien. Comme on dit, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas d'abandon. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des abandons. J'ai eu à échouer, bien sûr, dans ma vie. Mais bon, j'aime les échecs, mais parce qu'un échec, c'est un défi. Mais je ne regrette rien. Je n'ai pas envie de regretter. Le seul regret que j'ai, c'est ce projet-là qui s'est brisé. Ça, je ne pense pas qu'un jour, je vais l'oublier.
Quel regard portez-vous sur le journalisme aujourd'hui, particulièrement au Sénégal? Contexte très difficile, secteur en crise, il faut le dire. Aujourd'hui, je pense qu'il y a récemment les concertations sur les réformes de la presse. J'ai été convié en tant que panéliste par le canal de la Convention des jeunes reporters. Le discours que j'ai tenu est tout simplement simple. Le thème, c'était sur l'entrepreneuriat médiatique. Moi, je leur ai dit que la question qu'on doit se poser, c'est que pourquoi les jeunes maintenant ne veulent plus aller dans les rédactions? Pourquoi? La réponse est très simple. C'est parce qu'il y a une précarité sans nom. Les entreprises de presse sont en crise. Les entreprises de presse ne recrutent plus. Et ce que l'on méconnaît, je l'ai dit, c'est que maintenant, la profession s'est rajeunie. Il n'y a que des jeunes dans des rédactions. Et la jeunesse, c'est l'espoir. La jeunesse, c'est le présent. La jeunesse a besoin de quelque chose entre ses mains. Et aujourd'hui, ce n'est pas de l'entrepreneuriat médiatique que l'on voit. Ça, c'est un aspect diplomatique. Ce qu'on voit maintenant, c'est un Nicaragua médiatique. C'est-à-dire que c'est un sauve-qui-peut. Et chacun essaie de faire quelque chose, en fait. Il y a des gens qui achètent même des micros, qui restent chez eux, qui essaient un peu de faire vivre leur passion parce qu'ils n'ont pas la possibilité de faire vivre cette passion-là dans une rédaction. Les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les jeunes de 1960 où c'était le temps long. Aujourd'hui, le monde est en transmutation. Les jeunes n'ont plus le temps. Et ce n'est pas seulement le secteur de la presse. Je donne un exemple. Sur le terrain du sport, l'un des meilleurs joueurs au monde a 17 ans. Oui. La jeunesse, c'est un état d'esprit. C'est ce que l'on méconnaît. Toglen Dinabar, non, c'est un vieux discours qui ne tient plus. Toglen Dinabar ne permet à aucun journaliste de payer la facture à la fin du mois. Et ces jeunes-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils entrent dans des rédactions, ils ont des stages à durée indéterminée. Autrement dit, on vous exploite. À quelle fin? Et aujourd'hui, il y a une guéguerre entre le secteur de la presse et les autorités. On ne sait pas à quel sein se bouer. Donc, il n'y a pas encore d'horizon. L'horizon n'est pas clair. Dire que l'horizon est clair, ça, c'est un leurre. L'horizon n'est pas encore clair, mais je sais, et je dois le dire, que le Sénégal est grâce à la presse. On peut tirer sur les professionnels des médias, mais ce sont les professionnels des médias qui sont les sentinelles de la démocratie. De la première alternance qui a eu lieu au Sénégal en 2000, ce que le professeur Aminata Diaw disait que c'était la fin de la démocratie des lettrés, parce qu'il y avait Walfadjri et Sud qui permettaient à tout le monde d'intervenir en direct sur les émissions. Les élections ont été garanties sécuritairement par des journalistes qui donnaient les scrutins et les résultats en direct. Et ce qui est le cas jusqu'à maintenant. On vote le dimanche, on travaille le lundi, grâce au peuple sénégalais, mais grâce surtout aux médias. Donc un média, on le protège, on ne l'asservit pas. Un média, on le protège, on ne l'asservit pas. Merci. Et nous voudrions aussi savoir qu'est-ce que vous voulez transmettre à la population sénégalaise en général dans vos contenus. Que le savoir et la connaissance font et feront l'homme. On est dans une société aujourd'hui qui haït, et je le dis, qui haït le savoir et la connaissance. Les sachants et les savants actuellement rasent les murs au détriment de ceux qui ne sont rien et qui ne font rien. Ce culte de la médiocrité ne fera et n'en fait aucune nation. Il faut que les intellectuels soient, quand je dis intellectuels, ce n'est pas seulement ceux et celles qui ont fait les bancs. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui sait manier son esprit. Koudjang al-Quran, c'est un intellectuel. Koudjang arabe, c'est un intellectuel. Koudjang français, c'est un intellectuel. Koudjang russe, c'est un intellectuel. Ce qu'on doit combattre, c'est l'illettrisme. Et je suis contre la démocratie des illettrés. Aucun de nos référents religieux comme politiques n'a jamais fait l'éloge de l'illettrisme. Si on prend un peu le domaine religieux, Cheikh Ahmadou Bamba et El Hadj Malick Sy étaient des intellectuels. Ils ont beaucoup écrit. Baye Niass. Que ce soit nos référents politiques, Senghor, Cheikh Anta Diop, Mahmoud Diop, ce sont des intellectuels qui ont écrit. Donc, il faut être un soldat pour combattre la démocratie des illettrés. Ce que je veux transmettre, c'est que le Sénégal regorge beaucoup de ressources humaines. On peut élever le niveau du débat.
on peut discuter, on peut échanger sur des choses qui ont du sens et qui font sens. Et c'est la raison pour laquelle dans BL Podcast, je n'ai jamais invité et je n'inviterai jamais quelqu'un qui parlait de personnes. J'inviterai toujours des personnes qui parleraient d'idées. Et ce qui fait ma marque, que je m'aime 2 vues, 3 vues, 4 vues, 5 vues, qu'importe. Ce qui est important, c'est quand je me coucherai dans mon lit, que je puisse dire ce que j'ai fait. Si on le remet d'ici 10 ans au port, peut-être elle aura servi cette émission à une seule personne. D'accord. Et si vous deviez tout quitter demain, pour quel rêve le feriez-vous? Basketball. Ah bon? C'est ma passion. Vous savez, le mot passion vient du verbe pâtir, qui signifie souffrir. Moi, je peux avoir une matinale à 5h du matin quand j'étais à iRadio et regarder un match NBA jusqu'à 2h du matin. Ah bon? Oui, c'est ma passion. Ah, parce que j'ai été passionné de basket. J'ai fait du basket. Ouais, jusqu'à... On pensait que j'allais manger l'argent du basket. Donc, c'est ma passion. Et si je rate un match, le matin, je me rattrape à travers les résumés. Et c'est le basket. Je quitterai tout pour le basketball. D'accord, merci monsieur. C'est moi, merci beaucoup d'être là. Merci de nous avoir accordé cette interview. Beaucoup, c'est gentil. Merci c'est gentil. à vous. Merci à tous. Jërëjëf.